Bonjour, je m'appelle Delphine Jaillot, j'enseigne la littérature au département de langue et littérature française d'ELTE. Je suis spécialiste du 19e siècle et plus particulièrement de Flaubert, qui est l'auteur sur lequel j'ai le plus travaillé. Je vous propose de nous intéresser aujourd'hui à trois notions, des notions psycholittéraires que j'ai appelées psycholittéraires, qui sont le donquichotisme, le bovarisme et l'oblomovisme. Alors pourquoi des notions psycholittéraires? Eh bien parce que ce sont des notions qui s'inscrivent dans le champ de la psychologie ou de la psychopathologie, mais qui initialement dérivent d'un phénomène littéraire. Elles sont issues d'un fait littéraire, elles ont été créées à partir d'un personnage, un personnage littéraire, un personnage de roman. Il peut s'agir également d'un mythe littéraire ou encore d'un auteur. Je vais vous donner quelques exemples. Concrètement, s'il s'agit d'un personnage, Don Quichotte a donné le donquichotisme. S'il s'agit d'un mythe littéraire, on songe par exemple à Narcisse, qui a donné le narcissisme. Troisième exemple, ça peut être un auteur ou l'œuvre de cet auteur, Sade, qui a donné le sadisme. Alors, c'est à la fin du XIXe siècle qu'on voit ce phénomène d'émergence de mots en isme se développer et prendre même une ampleur considérable. Alors, j'ai retenu pour aujourd'hui trois notions principales qui sont issues d'un personnage littéraire. Alors, il s'agit donc de Bovary, qui a donné bovarisme, Don Quichotte, qui a donné donquichotisme, et Oblomov, qui a donné oblomovisme. Alors, comment ce phénomène se crée-t-il? On peut peut-être pour cela prendre en compte trois critères qui sont importants dans le phénomène de conceptualisation. Le premier critère, c'est la question de savoir si le personnage est un type. Alors, pour ça, on peut se référer à Flaubert et à ce que nous dit Flaubert sur ce qu'est un type. Lui-même, alors qu'il est en train d'écrire Madame Bovary, écrit la chose suivante à Louis Collet. Il dit « Ce qui distingue les grands génies, c'est la généralisation et la création. Il résume en un type des personnalités éparses et apporte à la conscience du genre humain des personnages nouveaux. Est-ce qu'on ne croit pas à l'existence de Don Quichotte comme à celle de César ?» Alors, on le voit, ce que nous dit Flaubert, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il parle justement de Don Quichotte. Il ne sait pas encore à ce moment-là que sa Bovary va elle-même devenir un type comme Don Quichotte. Bien sûr, il y a la généralisation, le fait de pouvoir prendre le personnage pour modèle, mais il y a aussi la question de la création. C'est-à-dire, il faut que ce soit une création originale. Et pour ça, on peut penser à ce que pouvait dire Hippolyte Taine dans son Histoire de l'art, que ce qui caractérise les grands personnages, les personnages typiques, c'est évidemment de représenter un défaut, une qualité, un trait particulier, mais peut-être avec une forme d'hypertrophie de cette qualité ou de ce défaut. Alors venons-en donc aux trois notions que j'ai isolées. Bovarisme, oblomovisme et donquichotisme. Comme vous pouvez le remarquer, il y a également le critère de la théorie. Est-ce qu'il y a concrètement une théorie qui est venue étayer le premier phénomène de création au sein du champ littéraire? Alors là, c'est très différent quand on compare, par exemple, ces trois notions. En ce qui concerne le bovarisme, il y a une théorie qui est très présente et qui est liée à un auteur, un philosophe du début du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, qui s'appelle Jules de Gaultier. Et c'est lui qui a peut-être pas créé le nom de bovarisme, encore que il lui a donné véritablement une autorité parce qu'il a lesté, si vous voulez, ce nom-là d'une théorie à travers plusieurs œuvres. À l'inverse, Oblomov, et le concept même d'oblomovisme, est né
de manière symétrique, non pas par une théorie extérieure, exogène, mais au sein même du roman, puisque Gontcharov, en 1859, alors qu'il écrit Oblomov, crée lui-même le terme de oblomovisme. On a donc là une théorie qu'on pourrait qualifier de théorie endogène au sein du roman. Dans le cas du Don Quichotisme, il n'y a pas un nom à proprement parler qui soit attaché à cette théorie. C'est pour ça que j'ai précisé théorie exogène, postérieure évidemment à la création de Cervantes, mais plusieurs théories ou plusieurs effets théoriques. Je voulais vous présenter rapidement, non pas les romans par leur texte, parce que ce serait trop long, encore qu'on verra un petit extrait tout à l'heure, mais par une image. C'est la question aussi de la figurabilité de ces personnages qui sont pour la plupart devenus des mythes. C'est aussi l'un des critères. Hein. J'avais parlé du critère, est-ce que c'est un type? Il y a aussi l'autre critère, est-ce que c'est un mythe? Ou alors un personnage qui est devenu un mythe socialisé, hein, si vous voulez, un mythe de notre mythologie moderne. C'est évidemment le cas de Don Quichotte. On le voit sur cette illustration d'Honoré Daumier, cette peinture. On reconnaît Don Quichotte entre mille. Même si on n'a pas lu Don Quichotte, on reconnaît tout de suite Don Quichotte. Alors, on passe de la verticalité de Don Quichotte à l'horizontalité d'Oblomov. Pour peu qu'on connaisse un peu ce roman de Gontcharov, immédiatement, on peut identifier ce personnage allongé, très allongé, apathique, aboulique, qui n'arrive pas à vivre sa vie dans cette position sur son lit en robe de chambre. Là également, on le reconnaît. Les choses se compliquent peut-être un peu plus avec Madame Bovary, puisque vous le voyez bien sur ces couvertures qui représentent différentes éditions du roman, le personnage d'Emma emprunte à diverses peintures du XIXe siècle, mais on ne sait pas qui est Emma Bovary. Elle n'est en tout cas aucune de ces représentations-là. Il n'y a nulle image qui vienne complètement satisfaire l'image que le lecteur peut en avoir. Là, on retrouve l'adage de Flaubert qui disait que une femme écrite fait rêver à 1000 femmes. Alors, pour parler de Don Quichotte et du don quichotisme, brièvement, je dirais que la psychiatrie s'y est intéressée dès le XIXe siècle avec l'aliéniste Esquirol, et puis un peu plus tard, début XXe, ou en tout cas dans les années 30, Génil Perrin, un psychiatre, s'est également intéressé au don quichotisme. Le champ philosophique l'a également pris en compte, et je citerai ici uniquement Miguel de Unamuno dans son essai « La vie de Don Quichotte et Sancho Panza », publié en 1905. Donc, comme je le disais, pour le don quichotisme, on n'a pas un seul auteur associé à la théorie. En revanche, pour le bovarisme, il y a le nom de Jules de Gaultier qui vraiment fait autorité par rapport à ce concept. 3 œuvres jalonnent l'élaboration de la théorie, le premier en 1892, le second en 1902 et le troisième en 1911. Alors pourquoi 3 œuvres? Eh bien, Jules de Gaultier a fini par se passionner pour le néologisme qu'il a créé, pour la théorie qu'il a créée, et il a finalement consacré sa vie à parler du bovarisme. Lui a donné une définition. Le bovarisme, c'est la capacité qu'a l'homme, au sens de l'être humain, de se concevoir autre qu'il n'est. Les deux concepts de don quichotisme et bovarisme entretiennent une parenté très étroite, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les deux personnages sont des personnages romanesques au sens de ils ont lu, ce sont des personnages de lecteurs, et ils font partie de ce que Gérard Genette, pour les romans de Madame Bovary et Don Quichotte, a appelé des anti-romans. Pourquoi des anti-romans? Un anti-roman, c'est un roman qui réfléchit sur la littérature. C'est-à-dire, à travers les personnages d'Emma Bovary et de Don Quichotte, ce sont des personnages qui
incarne le lecteur qui vit à travers la littérature et qui subit une influence très forte de la littérature. Autre parenté entre les deux concepts, et ils ont d'ailleurs été très souvent rapprochés, c'est ce que Michel Foucault a désigné par le nom de, en parlant de la folie donquichotesque, une folie par identification romanesque. D'une certaine manière, les deux personnages, Emma et Don Quichotte, souffrent de cette folie par identification romanesque. Si on voulait encore citer un autre auteur qui a fait un rapprochement entre bovarisme et donquichotisme, on pense à René Girard, qui, dans sa théorie du désir mimétique, fait des deux personnages, Bovary et Don Quichotte, des personnages de la médiation externe, c'est-à-dire des personnages qui cherchent ailleurs, dans les livres, le médiateur de leur propre désir. D'une certaine manière, quand on va un peu plus loin, on s'est aperçu également, et c'est ce que souligne Thibaudet, que le donquichotisme et le bovarisme ont pu représenter le génie national. Voilà ce que nous dit Thibaudet dans sa conclusion sur Flaubert. Il dit « Si l'on tient sous son regard l'évolution, la renommée, l'existence subjective de Madame Bovary depuis 3/4 de siècle, on reconnaît qu'elle agit sur l'imagination française épiquement, c'est-à-dire en lui fournissant des types tirés de la France, des types où la France se reconnaissait. Non seulement des types, mais une essence, une eau de vie que les abstracteurs ont pu obtenir par distillation. Au quichotisme extrait par Unamuno correspondrait le bovarisme extrait par Jules de Gaultier. Donc là encore, une étroite correspondance entre les deux concepts. Venons-en maintenant un peu à l'oblomovisme. L'oblomovisme, lui aussi, a pu, dès sa parution, être considéré comme un concept qui pouvait représenter le génie national. C'est en tout cas ce que Dobroliubov, dans un article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'oblomovisme ?» a interprété. Il nous raconte que l'histoire d'Oblomov, cet être bon et paresseux, apathique et endormi, que ni l'amitié ni l'amour ne peuvent tirer de sa torpeur, n'est certes pas une histoire bien importante, mais c'est une image de la vie russe. Elle nous montre le type vivant du russe contemporain, brossé avec une rigueur et une véracité impitoyables. Nous y trouvons le mot nouveau du développement de notre société. Ce mot, c'est l'oblomovchina, donc l'oblomovisme. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que concernant l'oblomovisme, il y avait cette chose assez incroyable qui est que le nom est né à l'intérieur de l'œuvre. Je dois quand même vous en dire un mot, c'est-à-dire que comme Oblomov souffre d'un mal que personne, et surtout pas lui-même, n'arrive à définir, il, à un moment, son ami Stolz lui suggère ce nom-là. Ils se disent « Mais alors qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai envie de rien? Pourquoi j'arrive pas à me lever ?» Et Stolz lui dit « Mais c'est peut-être de l'oblomovisme. » Et à partir de là, le nom va servir à illustrer le mal. Alors c'est un nom faute de mieux, et en même temps un nom qui, là, est complètement approprié, puisqu'on peut considérer qu'il n'y en a pas de meilleur. Pour terminer, je voudrais revenir au texte, parce que c'est ça qui est intéressant. Les concepts naissent, ils se développent, et il est toujours intéressant de voir dans quelle mesure ils peuvent être contredits par les textes eux-mêmes. Concernant Don Quichotte, la folie quichotesque, évidemment, folie par identification romanesque. Je vais vous lire un extrait. Cette fois-ci, c'est Sancho Panza qui parle et qui décrit la folie de son maître. Puisqu'il est fou, de ces fous qui prennent le plus souvent une chose pour l'autre et disent blanc quand c'est noir et noir quand c'est blanc, comme quand il prétendait que les moulins à vent étaient des géants, les mules des religieux des dromadaires,
les troupeaux de moutons des armées ennemies et un tas d'autres choses de ce goût-là. Il ne sera pas bien difficile de lui faire croire que la première paysanne qui croise mon chemin est Dulcinée. Voilà résumé de manière très synthétique cette folie donquichotesque. Alors la folie d'Emma est un peu différente et surtout elle aura une connotation pathologique que certes la folie de Don Quichotte peut avoir, mais comme chez Don Quichotte la folie est réversible et à la toute fin du roman il cesse d'être fou par la miséricorde divine, la situation d'Emma Bovary est bien différente. Alors, ce n'est pas un moment complètement bovarique que j'ai choisi de vous montrer, mais un moment un peu quichotesque, parce qu'il y a des moments où Madame Bovary se rapproche un peu plus, encore un peu plus, de Don Quichotte, et c'est les moments où, finalement, cette identification romanesque est pleinement réussie et pleinement satisfaisante. Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus. Et la légion lyrique de ces femmes adultères se mit à chanter dans sa mémoire, avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. Pour finir, j'en viendrai à un extrait d'Oblomov de Gontcharov, mais je voudrais dire auparavant qu'on a pu voir que si finalement la folie de Don Quichotte consistait à prendre des moulins à vent pour des géants, ou bien, si on veut paraphraser Flaubert, prendre des oranges pour des pommiers. Il faut savoir que Flaubert disait de son héroïne Emma qu'elle demandait des oranges aux pommiers, chose impossible. Don Quichotte, lui, il y arrive, c'est-à-dire qu'il prend les pommes deviennent des oranges. Emma est dans une demande qu'elle n'obtient pas toujours, d'où cette insatisfaction. Oblomov, qui est dans une rêverie qui, à mains égards, se rapproche de celle d'Emma, est un petit peu ailleurs, puisque c'est finalement la nostalgie du passé qui l'empêche de vivre. Mais dans un moment particulièrement bovarique, et elle s'arrêtera sur ce dernier extrait, vous allez voir qu'il rejoint d'une certaine manière Emma. Il passa au parterre et aux orangeries. À ce moment-là, l'image séduisante des fruits futurs surgit devant lui avec tant de vivacité qu'elle le transporta soudain quelques années plus loin dans sa campagne, telle qu'elle serait lorsque son domaine aurait été arrangé selon son plan et qu'il y vivrait en permanence. Évidemment, c'est une rêverie, un songe qui n'aura jamais lieu et qui va comme ça jalonner toute sa vie, l'espoir de retrouver le paradis perdu. Je vous remercie de votre attention.